On m'a demandé de travailler sur lien social, maladie d'Alzheimer et bénévolat. Donc il y a 3 éléments, je vais les aborder successivement en les conjuguant. Je parlerai d'abord brièvement du lien social, puis du lien social et de la vieillesse, et plus spécifiquement de la maladie d'Alzheimer. Et je m'attarderai plus longuement sur le 3e point, lien social, maladie d'Alzheimer et bénévolat. Quel est l'intérêt d'introduire le bénévolat dans cette problématique donc du lien social et de la maladie d'Alzheimer. Donc je vais commencer par mon premier point, le lien social. Donc l'homme est un animal social. Nous en convenons comme d'un lieu commun qui a la force de l'évidence. Mais quelle est la nature du lien social et quelle est son étendue? Pourquoi le lien social, surtout, produit-il en même temps que l'association et la solidarité de l'exclusion vis-à-vis de ceux qui n'appartiennent pas au même groupe? Ici, nous considérons bien sûr les groupes d'âge, groupes qui ont par ailleurs de multiples points communs, sexe, CSP, partage du même territoire. Je retiens ici qu'appartenance et différenciation se conjuguent. Puisqu'il est d'abord une catégorie, ce lien social, suivant les époques et les auteurs, il est lié à de multiples autres concepts. Solidarité, communauté, cohésion. Et quand on parle du lien social dans le champ de la gérontologie, ces concepts vont se décliner dans des domaines multiples, la retraite, crée du lien social, la dépendance, crée du lien social, l'intergénération, on pourrait multiplier les termes. S'il me fallait donner une définition, non pas définitive, mais pour cadrer mon propos d'aujourd'hui, je retiendrai celle d'un sociologue, Pascal Innermeyer. Le lien social peut s'analyser comme le résultat de la constitution de relations d'entraide et de réciprocité aux fins de protection et de promotion mutuelle des individus qui s'y engagent. Il se comprend ainsi comme la recherche d'une compensation à la vulnérabilité qui dérive momentanément ou durablement de la faiblesse physique ou morale, des aléas climatiques, des variations économiques, des agressions de toutes sortes. En parler dans le cadre de la maladie d'Alzheimer et du bénévolat, ce lien social, c'est poser qu'il est non seulement un objet de connaissance, mais qu'il peut aussi devenir un objet d'action. C'est reconnaître que sa réalité est d'ordre pratique tout autant qu'épistémologique. Dans les 2 cas, épistémologique et pratique, le piège est de se laisser aller à décrire ce que l'on voudrait qu'il soit plutôt que ce qu'il est. Autrement dit, c'est le piège de l'incantation. Un piège difficile à éviter quand on sait qu'on appréhende le lien social plus facilement par ce qui l'altère et par ce qui le dissout que par ce qui le constitue. Voilà pour mon premier point. J'aborde le second, lien social et maladie d'Alzheimer, en commençant par lien social et vieillesse. Ça n'est déjà pas simple, lien social et vieillesse, puisque un des objectifs de la politique sociale vieillesse était à l'origine justement de répondre à la question de la place que devait occuper dans notre société un nombre croissant de vieux. Alors, la question fondamentale était, au-delà des ressources et des aides, quel rôle à quels âges? Question unique, dans les années 60 notamment, qui s'est différenciée quand il y a eu dissociation entre l'âge biologique et l'âge social. Je rappelle qu'on est dans une société où l'on est socialement vieux de plus en plus jeune, on est senior à la cinquantaine, et biologiquement vieux de plus en plus tard. Il y a une dissociation entre ce qui était autrefois un âge unique, entre âge social et âge biologique. Donc, senior, grand vieillard, ce n'est pas le même combat au niveau du lien social. Un mot-clé que je répète en boucle depuis des années en me fondant sur la théorie anthropologique de Marcel Mauss, mais qui est actuellement tout à fait réactivé par un ouvrage dont on parle beaucoup, celui de Pierre Rosan-Vallon, La Société des égaux, qui retient 3 termes dans cette société des égaux: singularité, réciprocité, principe de communalité. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur les 3, je reviendrai plus tard sur la communalité. Je retiens ici, puisque c'est rencontrer les autres, essentiellement la réciprocité. Je cite Rosan-Vallon: « Je pense que les individus ne sont ni simplement calculateurs, ni tout bonnement altruistes, ils sont réciproques. » Je crois qu'on l'a bien vu tout à l'heure dans l'épisode avec Will Slaughter et Yvonne. Parce que la réciprocité, c'est la règle qui peut mettre tout le monde d'accord. Nous sommes aujourd'hui en panne de réciprocité.
Je crois que pour des bénévoles, c'est très intéressant. Pour les seniors, dont beaucoup sont bénévoles, la réciprocité se conjugue principalement en termes de faire et de dire, rôle de guide, de mentor, de témoin. Dans les sociétés traditionnelles, y compris en Occident, le rôle traditionnel des plus âgés, des vieux, était celui de notable de la mémoire. C'est Maurice Holbach, le sociologue, qui donnait cette expression. Mais la maladie d'Alzheimer est notamment une maladie de la mémoire. Et la mémoire, c'est un fondement existentiel pour chacun d'entre nous, mais c'est aussi, elle participe du fondement social. Donc la maladie d'Alzheimer, dans une société de l'immédiateté, eh bien, c'est un symptôme, je crois, très intéressant. Au niveau, effectivement, comment devient-on, comment reste-t-on notable de la mémoire? Il y a quelque chose de très fort, pour moi, symboliquement. On n'a jamais tant parlé de cette maladie de la mémoire qu'au moment où nos sociétés basculent, comme le dit Pierre Nora, d'une société de mémoire à une société d'histoire. Dans quel registre peut s'inscrire la réciprocité pour les malades atteints de troubles cognitifs? On voit ce qu'ils reçoivent, mais qu'est-ce qu'ils donnent? Et je crois que ce qu'ils donnent a été évoqué tout à l'heure par Claudette Roche notamment dans le registre de l'être. Ce sont eux qui posent mieux que quiconque, elle a parlé de questionnement, Claudette Roche, moi je dirais qu'ils posent mieux que quiconque la question du sens. Ils ne donnent pas le sens, comme de vieux sages, mais tels des rois lyres, ce superbe vieux fou, ils posent la question du sens. Et qu'est-ce qui nous humanise, sinon cette question qu'on retrouve dans le roi lyre, l'homme n'est-il que cela? J'en arrive à mon troisième thème, lien social, maladie d'Alzheimer, bénévolat, pour essayer de voir quel est l'intérêt d'introduire le bénévolat dans cette problématique. Donc les bénévoles, cela a été dit, notamment par Michel Frémontier, ce sont des acteurs tiers dans l'intervention qui ne sont ni professionnels, ni famille, ni. Voilà, donc, et justement parce qu'ils ne sont ni professionnels ni famille, ils peuvent jouer un rôle d'interface et de lien dans cette notion de réciprocité de manière privilégiée. Alors, en effet, faute de savoir résoudre la question initiale posée par la politique sociale vieillesse, à savoir la question de la place et du rôle que les vieux doivent occuper, la société délègue auprès d'eux des professionnels en leur demandant de réussir là où elle échoue. Nos sociétés schizophrènes veulent bien payer pour ne pas avoir ainsi à se poser la question de l'intégration et cette question du sens. Elle se pose en juge de l'action des professionnels et, phénomène nouveau, elle développe une culture d'obligation de résultat. Nous vous confions nos vieux, empêchez-les de mourir, mais à moindre coût. En France, le législateur ne parle-t-il pas maintenant dans les établissements de dépenses injustifiées, excessives, incompatibles avec les enveloppes limitatives? Donc il y a des dérives. Et une des dérives que je vois est au niveau du vocabulaire. Et je pense qu'il est important que des acteurs tiers, comme les bénévoles, ne se laissent pas embarquer dans cette dérive du vocabulaire sur laquelle je voudrais un petit peu insister. Parce que les nouveaux termes que les acteurs de la politique sociale vieillesse proposent depuis ces dernières décennies, même s'ils ne sont pas suffisamment interrogés, ils sont pourtant très stigmatisants. On parle banalement de lit, d'EHPAD, terme terrible, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, tous les termes sont stigmatisants, de girage, de gire, de prise en charge, voire même d'UHR, unité d'hébergement renforcée. Quoi de plus carcéral? Qui peut se sentir chez soi dans une UHR ou même dans un EHPAD? Que devient la superbe notion d'hospitalité qui a résisté pour l'hôtel ou pour l'hôpital? Un CHU est un centre hospitalier, mais qui a sombré pour l'hospice, dont l'histoire mal connue amène des images négatives de pauvreté, de promiscuité et d'incurabilité. Et à domicile, j'ai bien aimé cette séquence tout à l'heure, quand Yvonne Renard a ouvert sa porte à Will Slaughter, eh bien, elle a eu l'occasion, et je crois que ça n'est pas le moindre intérêt de cette relation, de pratiquer elle-même l'hospitalité. Et elle a même été, après, jusqu'à insister qu'elle lui ouvrait la porte de son frigo. Donc, je reviens à cette question du vocabulaire. Un mot, le repas, c'est quelque chose de fondamental dans l'hospitalité. Pouvoir offrir quelque chose. Donc un mot, je reviens, déclenche des images, des réactions émotionnelles et sentimentales, de rejet et d'attirance. La carte a beau ne pas être le territoire, cette évidence est presque toujours oubliée. Donc dans le champ qui nous intéresse, les mots retenus contribuent à créer et à renforcer des représentations sociales négatives.
Bien sûr, les impératifs gestionnaires sont là, bien sûr, il faut évaluer, bien sûr, toutes les institutions ont leur cible, mais le problème ici, c'est que le vocabulaire migre, qu'il sort des dossiers, qu'il est repris, diffusé, qu'il arrive jusqu'au grand public. Et là, il y produit des ravages au niveau des représentations sociales qu'il suggère. Autre dérive par rapport à la maladie d'Alzheimer, c'est la mise en place d'une logique thérapeutique envahissante. L'abus du mot thérapeutique. Lorsqu'on est vieux et malade, tous les aspects de la vie doivent-ils être étiquetés thérapeutiques. Musicothérapie, zoothérapie, orthothérapie, contothérapie. Pourquoi les professionnels doivent-ils justifier financièrement un atelier de conte ou la présence d'un animal en mesurant la diminution des déambulations? Lorsque nous y entrerons à notre tour, le déjeuner en UHR sera peut-être devenu un atelier de masticothérapie. Et j'irai même à parler, de manière, excusez-moi, de soulageothérapie pour les petits coins. Pourquoi le bon sens ne suffit-il pas à comprendre que ces activités de musique, cette présence de l'animal, leur fait autant de bien qu'à nous? Et si l'abus du mot thérapeutique venait de l'absence de véritable thérapie à l'heure actuelle? Quand la logique gestionnaire pilote les pratiques jusqu'à les submerger, les corps sont soignés, disait le docteur Guy, qui était gériatre à Rennes dans les années 70, les corps sont soignés, mais les âmes sont déshonorées. Les bénévoles ne sont pas dans cette logique du tout thérapeutique et cela me paraît essentiel, et vraiment essentiel. Ils sont dans l'accompagnement de la déliaison. Et ça, c'est important par rapport au lien social. Pour tous les âges, quand on parle du lien social, on parle de recréer du lien social. Mais je crois qu'il faut admettre que dans la vieillesse, bien sûr qu'il faut recréer du lien social, notamment avec les notions de réciprocité et de bénévolat, mais il faut aussi accepter d'accompagner de la déliaison. Ça en fait partie intégralement. Et donc, plus que les professionnels ou les familles, selon moi, les bénévoles peuvent être porteurs de l'idée que tout n'est pas réparable. Pour les autres tranches d'âge, au niveau du travail social, on privilégie, comme je le disais, ces approches de restauration. Dans le champ de la gérontologie, ces approches ne sont pas à dédaigner, mais elles ne doivent pas occulter ou éliminer l'accompagnement de la déliaison, c'est-à-dire qu'on accepte de ne plus être dans la toute-puissance. Ceci justement pour rester dans le réel et pas dans l'incantation. Autres axes d'action, le renforcement de la visibilité. Les historiens montrent que nous sommes dans une société qui ne sépare plus les sexes mais les âges. Hors de la sphère familiale, jeunes et vieux ne se rencontrent plus dans l'espace social. Grâce aux bénévoles, les personnes atteintes de troubles cognitifs acquièrent une plus grande visibilité. Si l'on est visible pour l'autre, des formes élémentaires mais ô combien importantes du lien vont fonctionner, manifestation de la reconnaissance de l'existence de l'autre et de souhait du sociabilité, c'est le vivre ensemble, c'est la communalité dont parle Rosan Vallon, et il dit justement qu'il faut mettre l'accent sur la politique de la vie, sur ces lieux communs, sur cette visibilité, sur cette rencontre possible. Donc cette visibilité de cette communalité qui me paraît, j'ai parlé tout à l'heure de réciprocité, je parle de communalité. Singularité, j'aurais pu m'y attarder aussi, mais bon, il n'y a pas trop le temps. Et donc, il y a aussi, c'est Claudette Roche qui en a parlé tout à l'heure, la notion très importante du temps. Pourquoi faut-il, là aussi je reprends le docteur Guy, que par une tragique méprise, on délègue auprès des vieux des techniciens pressés, alors qu'ils sont avant tout avides de temps accordé. Je crois aussi que cette dimension du temps est tout à fait fondamentale pour répondre. Il y a aussi une réciprocité du temps entre les différentes générations. Rôle de témoignage, donc, qui se décline dans différents registres. Témoignage d'un engagement de membres de la société, auprès de personnes donc vulnérables. Témoignage auprès de la société de ce qui se vit dans l'accompagnement et remise en cause de la prééminence de la notion de prise en charge par rapport à celle de réciprocité, justement. Comme le dit Nermeyer, le lien social se diversifie en fonction des circonstances, des menaces encourues, des avantages escomptés selon les cas. La réussite dépend de la possibilité de combiner les diverses modalités du lien social qui représentent ainsi une formidable faculté de résistance au dénuement, à la souffrance, à la violence, au pouvoir aussi, lorsqu'il bascule dans la démesure. Et je pense ici à certaines institutions qui peuvent avoir un fonctionnement totalitaire. J'en arrive à ma conclusion, donc, avec une citation de Godbout, qui s'est aussi intéressé à la réciprocité.
La culture moderne, au lieu de se préoccuper d'abord de ce qui nous relie les uns aux autres, vise d'abord à nous libérer des autres, à nous émanciper des liens sociaux conçus comme autant de contraintes inacceptables. L'horizon de ce processus est que tout lien doit devenir volontaire. C'est la générosité de l'exit, le grand cadeau de la modernité. N'avoir de rapport que librement choisi, les autres étant reportés sur le marché et l'État et assumés par eux, et par nous en tant que travailleurs, mais cela est oublié. Et les bénévoles, je crois, luttent contre cette dérive et témoignent aussi que cette dérive n'est pas inéluctable. Je crois que cette journée de la Fondation Médéric Alzheimer s'inscrit complètement dans ce double témoignage, selon moi. Donc, si la question du lien social est épistémologique et pratique, je dirais qu'elle est aussi, et peut-être avant tout, une question morale. Ce qui rend possible la vie collective, ce sont des valeurs partagées. Et je terminerai avec le grand sociologue français Durkheim, qui, outre la question des solidarités organiques, disait que l'adhésion à des valeurs communes était un des fondements du lien social, je cite, « Or, sans vouloir discuter les bases dernières de l'éthique, il nous paraît incontestable que dans la réalité, la fonction pratique de la morale est de rendre possible la société, de faire vivre les hommes ensemble sans trop de heurts et de conflits, de sauvegarder, en un mot, les grands intérêts collectifs. » Je vous remercie.